Il est 9 heures passées de quelques minutes sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat, à la même heure à Fugumba, dans Dalaba. Bienvenue dans le bureau du prof, l'émission incontournable dédiée à l'univers de l'éducation qui vous accompagne exceptionnellement du lundi au vendredi et cela pendant 2 semaines pour explorer ensemble les enjeux, les innovations et l'actualité qui façonne le monde de l'enseignement. Chaque jour, nos experts, enseignants, invités et ou éducateurs partagent leurs expériences, leurs conseils et leurs analyses pour mieux comprendre les défis et les opportunités de l'éducation moderne. Alors, restez avec nous pour une immersion enrichissante dans le somptueux bureau du prof au cœur de l'actualité. Vous pouvez donc nous suivre via le canal 410 ou encore télécharger tout simplement l'application Kavimedia via App Store ou Play Store. Alors, bienvenue encore une fois au bureau du prof. Et comme vous le savez, le bureau du prof, c'est aussi une émission qui est ponctuée par des rubriques comme le mot du prof, mais aussi la rubrique éducation, technologie. Mais bien avant cela, je vais m'offrir le luxe de saluer d'abord mes chroniqueurs. Bonjour cabinet. Oui, bonjour à tout le monde. Ta voix, elle est enrouée comme ça. Ta gorge, on dirait que tu as un chat dans la gorge. J'ai juste besoin d'une gorgée d'eau et puis ça va passer. Donc permettez-moi aussi de saluer, disons, les populations de Matakan. Matakan, c'est dans le Kabak et disons que ce sont des populations insulaires. Mais il faut dire que Matakan est exposé au changement climatique, avec surtout la montée des eaux. Moi, je crois que les autorités aujourd'hui doivent surtout faire face à ces populations qui sont au fin fond de la Guinée, mais qui ne sont toujours pas, disons, regardés de près, qui ne sont toujours pas concernés de près par des projets de développement. Surtout que Matakan est à quelques kilomètres, en tout cas, des sites de ce grand projet qu'on appelle Simondou 2040. Je veux parler de Morbaya. Donc, je salue les populations de Matakan qui aussi doivent bénéficier, bien entendu, de ces infrastructures scolaires surtout. Et voilà, je salue toutes les populations de Kabak par ailleurs. Et bonjour au Conakry et au Grand Conakry. Merci, un bonjour reçu par ses habitants. Bonjour Cheikh, comment ça va? Hier, tu nous as snobé, hein? Ben hier, c'était pas facile de joindre les lieux parce qu'il pleuvait. Donc je dis bonjour à tous vos téléspectateurs. Et bonjour à vous aussi. Merci. Bonjour surtout à la jolie dame qui est sur notre plateau. Oui, elle n'est même plus à présenter. Kadia Toukaba, très attendue sur ce plateau. Je ne voulais même pas lui adresser un bonjour, mais je vais le faire. Bonjour Kadi, comment tu vas? Bonjour El Prof, merci de me recevoir dans le bureau du prof. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec toi, d'être avec mes collègues de la presse et justement pour débattre des sujets relatifs, bien entendu, à l'éducation. Très bien dit, Kadia Toukaba, qui n'est même plus à présenter, comme je le disais, elle est présentatrice vedette du journal télévisé à la RTG, le 20h30. Et aussi, aujourd'hui, on ne la reçoit pas en tant que présentatrice, mais on la reçoit en tant qu'actrice, en tant qu'éducatrice, en tant que promotrice de la lecture. Voilà, mais bien avant de revenir à notre invité, je le disais tantôt, je le disais à l'entame, bien entendu, que le bureau du prof, c'est aussi des rubriques. Et on va commencer par la première rubrique, le mot du prof. C'est un bureau qui est auréolé d'éducateurs, d'enseignants. Et quand on prend l'enseignant, il est tenu par une double vocation. Enseigner et éduquer. Et c'est pourquoi, instruire également. Et c'est pourquoi nous profitons de cette rubrique didactique, le mot du prof, pour permettre justement à nos auditeurs et téléspectateurs de savourer quelques subtilités de la langue de Molière, bien entendu. Alors, on va parler de 2 mots. Pallier à ou pallier tout simplement. Pallier, remédier. Souvent, dans la communication de tous les jours, on entend des gens dire « il faut pallier à ce problème ». Des inondations à Conakry, il faut trouver des solutions pour pallier à ce phénomène. Alors, je le dis de la façon la plus solennelle dans le bureau du prof, qu'on ne dit pas pallier à. Parce que pallier est un verbe transitif direct. Et quand on dit qu'un verbe est transitif direct, ça veut dire tout simplement qu'il admet un complément d'objet direct. Alors, on pallie quelque chose, on ne pallie pas à quelque chose. Donc, désormais, dit tout simplement pallier un problème, pallier un phénomène.
Cependant, remédier, on remédie à quelque chose. Là, en ce moment, vous pouvez faire suivre le verbe remédier par la préposition à. Là, il n'y a aucun problème. Et j'ose croire que la prochaine fois, vous n'allez plus faire la confusion. Alors, rapidement, deux autres expressions à l'attention de, à l'intention de. Là aussi, les gens, ça mêle beaucoup les pinceaux. Là où il faut dire à l'attention de, certains s'offrent le luxe de dire à l'intention de. Donc, il faut faire très attention, comme on le dit, la langue française, elle est très délicate, très sensible. Alors, lorsque, par exemple, vous voulez mettre une information à la connaissance d'une personne ou d'un groupe de personnes, dites tout simplement à l'attention. Voilà, à l'attention des chroniqueurs, voilà, soyez concentrés sur l'émission. Ou quand c'est à l'écrit, par exemple, dans les courriers, on ne dit pas à l'intention de monsieur le gouverneur et non plus à l'intention de monsieur le ministre. On dit tout simplement à l'attention parce que vous voulez porter une information à la connaissance de votre, comment je vais appeler ça, la personne qui reçoit, voilà, votre, comment on va appeler ça, en tout cas la personne qui reçoit le message, voilà. Alors rapidement, on va faire la différence entre, voilà, je retrouve le mot, c'est destinataire. Vous savez, il y a destinateur, il y a destinataire. Bien sûr. Alors, on prend deuxième et second, là aussi, il ne faut pas confondre quand est-ce qu'il faut employer le mot deuxième, quand est-ce employer second. Alors, on emploie deuxième lorsque dans l'ordre de l'énumération, il y a un troisième élément, voire quatrième, cinquième. C'est pourquoi, quand on proclame les résultats, par exemple, des examens nationaux, on peut dire le deuxième de la République, et quand on dit le deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. Cependant, quand on prend second, dans l'ordre de l'énumération, il n'y a pas autre élément. C'est pourquoi dans les conditions normales de pression et de température, et ça c'est une manière de titiller un peu les professeurs d'histoire, on ne dit pas la Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt la Seconde Guerre mondiale. Et on va rapidement terminer avec l'expression faire les choux gras. Faire les choux gras, c'est quoi? C'est une expression que l'on utilise très souvent dans les articles. En tout cas, c'est faire d'un sujet, en tout cas un sujet favori. Aujourd'hui, on parle d'inondation, ce sont les choux gras de la presse. Alors, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du Média de Développement, c'était la rubrique Le mot du prof. J'espère que vous avez pris bonne note et éventuellement vous en feriez bon usage. Alors, on va revenir à présent à notre grande invitée, Madame Kadiatou Kaba. Elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle est présentatrice du JT du 20h30 à la RTG. Elle est promotrice aussi de la lecture. Elle fait la promotion de la lecture. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on l'invite dans ce sillage-là. La promotion de la lecture, elle l'a fait à travers le salon de la lecture. Voilà. Un événement qui réussit très souvent et j'y participe d'ailleurs. Alors, Kadiatou Kaba, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises, en tout cas pas forcément moi, nous les chroniqueurs, mais à l'attention mais Hassan, moi je voudrais placer ça. Ouais, d'accord, je sais que tu as toujours quelque chose à placer. Écoutez, avant la première question, ce n'est même pas une question que j'ai. Madame Kadiatou Kaba, Kaka, moi je voudrais qu'on parle de quelque chose très rapidement. D'accord. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Oui. D'ailleurs, nous sommes au mois d'août. Oui. Ça veut dire que les classes ont été fermées il y a au moins un mois officiellement. C'est-à-dire après la proclamation des derniers résultats. Mais vous savez, il y a une habitude qui continue à s'enraciner dans les écoles privées en Guinée. Mais nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas de réglementation des écoles privées en Guinée. Mais comment se fait-il que des écoles refusent de payer le 9e mois aux enseignants? Mais pendant que les parents payent légitimement. Et puis il y a le DG d'une école qui est là aussi. Voilà. Pendant que les parents payent, disons, toute l'année scolaire qui est de 9 mois. Mais écoutez, il faut que les enseignants de privé se valorisent. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Mais écoutez, il faut qu'au moins, dès le début de l'année scolaire, qu'il y ait un contrat écrit et dûment signé par les parties contractantes. Ça, c'est vrai.
Et à l'issue de cela, les DCE qui sont les autorités administratives les plus proches devraient aussi s'intéresser à la gestion du personnel enseignant dans les différentes écoles privées. Comme ces DCE et les DPE le font pour les écoles publiques. Donc, il est inadmissible aujourd'hui qu'on continue à violer le code parce qu'on ne peut pas continuer à travailler tant qu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc, c'est un cri de cœur que je me permets de relayer à l'antenne parce que ça provient des milliers d'enseignants qui malheureusement qui sont du privé mais qui ne sont pas organisés. Mais on va encore parler de ces syndicats qui aujourd'hui s'accommodent avec le MEPIA, qui n'osent même plus lever le ton. Mais écoutez, on ne peut pas continuer parce que quand on parle de partenariat, c'est vrai qu'il faut être partenaire avec le MEPIA. Mais ça doit être aussi surtout autour de la protection d'un certain nombre de valeurs, comme le travail et la sécurité des travailleurs. Et pendant ces mois pluvieux à Conakry où les revenus se font de plus en plus rares, parce que vous savez actuellement que les choses ne bougent pas trop, mais que deviennent ces enseignants? Que deviennent ces enseignants quand même? Donc c'est un cri de cœur qu'il faut vraiment faire entendre et que M. Jean-Paul Seydi doit prendre à bras le corps parce qu'il ne faut pas que tout son cabinet soit là mais amorphe si ce n'est pas les examens nationaux mais c'est le silence non mais il faut finir avec ça. Mais là moi je pense que le non-paiement du 9e mois ça c'est aussi imputable aux enseignants, tu l'as déjà dit. Oui mais les autorités doivent... le 9e mois il est payé en début d'année même. Ils doivent faire garantir en tout cas le respect de ce droit minimum en tout cas des enseignants. C'est ce qu'il faut se dire vraiment. Merci pour ton coup de gueule. À présent, nous allons revenir à notre invitée, Dame Kadiatou Kaba. La première question, je le disais tantôt avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est qui Dame Kadiatou Kaba? Oh là là. Ceux qui veulent savoir qui je suis n'ont qu'à partir sur Wikipédia, vu que j'ai été consultée avant que ce compte ne soit créé. Pour moi, écoutez, je suis journaliste, écrivaine, entrepreneur, pour résumer. Et c'est vrai que dans le volet entrepreneuriat, je touche à pas mal de choses, notamment dans le volet éducation. Il est important de mettre en action en particulier là-dessus. Journaliste, vous l'avez dit, je suis présentatrice aujourd'hui du journal de 20h30. Parallèlement, je fais des émissions littéraires aussi, à savoir l'émission Belles Lettres à la radio et à la télévision nationale. Et au-delà, j'ai parlé de l'entrepreneuriat, donc j'ai Kadiak Communication, qui est une boîte de communication événementielle. Et c'est d'ailleurs Kadiak Communication qui porte aujourd'hui les 2 événements éducatifs majeurs, justement, que nous avons de notre côté, bien entendu, le SALEC et puis la Grande Dictée. Donc voici en quelques mots qui je suis. Je suis amoureuse de l'histoire aussi, parce que je me dis que tout peuple mérite de connaître son histoire. Pour reprendre un peu Alain Foucault qui dit que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et je suis tout à fait amoureuse de l'histoire. Et pour moi, il est important de savoir qui nous sommes pour enfin savoir où est-ce qu'on part. C'est important et je sais que ça manque beaucoup à la jeunesse d'aujourd'hui qui malheureusement préfère tomber dans des débats stériles que de vraiment partir à la source, savoir ce qu'il y en est de notre histoire pour pouvoir construire vraiment des argumentations qu'il faut. Donc j'espère que je me suis présentée comme il faut. C'est très bien dit. Voilà. C'est très bien dit, je le disais que c'est une dame qui a plusieurs cœurs déjà à son arc. Alors, avant de venir à mes chroniqueurs, comment l'idée du salon de la lecture est venue et aussi la dictée? Ok, parlons rapidement du salon de la lecture, parce qu'il faut savoir que c'est le salon de la lecture qui a infanté la grande dictée du SALEC. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on accorde trop d'importance à la grande dictée au regard du fait que ça a quand même ce caractère national, quoique le SALEC au début c'était ça. Et donc ce qui a motivé justement, ce qui nous a poussé justement à mettre en place le SALEC, c'est que nous étions dans un contexte où à tout moment il y avait pas mal de problèmes relatifs au système d'enseignement dans notre pays. Tantôt on a envie d'accuser les parents, tantôt on a envie d'accuser les apprenants, tantôt on a envie d'accuser les écoles, la société. Donc il y avait énormément de débats autour. Donc je me suis rendu compte à un moment donné que ça ne sert absolument à rien de continuer à se lamenter. Plutôt essayer de trouver des solutions aux maux dont souffre le pays dans un secteur bien précis. Parce que vouloir s'attaquer à tous les maux en même temps, c'est pas sûr en fait qu'on puisse avoir
un résultat escompté. Mais le fait de classifier, de catégoriser et tout, ça nous permet justement de savoir où est-ce qu'on va exactement et essayer d'apporter à notre façon justement de contribuer à bâtir l'édifice national. Donc nous, à un moment donné, on en avait marre d'entendre les gens se plaindre du niveau d'enseignement en Guinée. On se disait, bon, ben d'accord, on l'a dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant au-delà de la dénonciation? Et justement, c'est dans le but de contribuer à l'effort de guerre que nous avons jugé utile de mettre en place le salon de la lecture. Parce que comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, on se plaigne du fait que les Guinéens n'aiment pas la lecture? Ok, vous allez dire que les Guinéens n'aiment pas la lecture. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi le Guinéen n'aime pas la lecture? Est-ce que c'est parce que le Guinéen n'aime pas la lecture ou bien la lecture n'est pas accessible aux Guinéens? Donc ce sont autant de questions que nous nous sommes posées en fait et qu'on a estimé en fait qu'il fallait essayer de trouver une solution à ces réponses. Premier constat, 8 écoles sur 10 ne disposent pas de bibliothèque. 8 écoles sur 10. Alors comment voulez-vous en fait que des enfants qui sortent de ces genres d'établissements soient accro à la lecture? D'autant plus que c'était nullement dans leur quotidien. Donc le premier bémol. Et quand on sait que la lecture, c'est l'un des moyens les plus sûrs de transmission du savoir, et voir qu'au niveau même de l'apprentissage, donc au niveau même à la base, la lecture n'est pas prise au sérieux. Donc ça devient un problème. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la promotion de la lecture que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de dire lisez des romans, lisez des essais, lisez des pamphlets. Mais vous savez, on peut être juriste par exemple et qu'il y ait des ouvrages sur le droit, ou être économiste et qu'il y ait des ouvrages sur l'économie. Donc aujourd'hui, la lecture dont on parle, au-delà de la lecture des romans et des pamphlets, c'est de vraiment savoir en fait que qui qu'on soit, quelle que soit la fonction que nous occupons, la lecture doit être capitale et cruciale parce que la lecture permet justement de nous améliorer dans notre quotidien. Donc nous, quand on a décidé de mettre en place le SALEC, notre objectif était bien précis. La cible première, c'était bien entendu les apprenants. Les apprenants au niveau scolaire et aussi au niveau universitaire parce que c'est important. Pour un premier temps, on est parti avec le secondaire et ensuite le niveau universitaire. Après, à un moment donné, on s'est dit mais pourquoi briser les étapes, d'autant plus qu'il y a quand même le primaire qui reste le soubassement, le collège qui suit, le lycée qui suit. Et aujourd'hui, en 5 ans d'édition, on se retrouve quand même avec tous les niveaux d'enseignement couverts, y compris le niveau universitaire. Donc, encore une fois, le SALEC a vu jour pour que non seulement chacun puisse prendre conscience de l'importance de la lecture dans notre quotidien, mais au-delà, qu'on se dise en fait que, voilà, qu'on puisse comprendre aussi que la lecture dont on parle, ce n'est pas forcément cette lecture de plaisir, c'est cette lecture qui peut nous instruire, qui peut nous orienter, qui peut nous guider. En fait, cette lecture qui peut nous pousser davantage à nous améliorer parce que la lecture a cette force. Et c'est en cela justement que nous avons jugé utile de promouvoir la lecture au niveau des écoles et des universités à travers le SALEC. Et par la grâce de Dieu, je pense que l'effort, cela est en train de porter fruit. Parce que le constat que nous avons eu à faire, c'est que je pense que les Guinéens ont longtemps été jugés par le fait en fait qu'ils n'aimaient pas la lecture. Moi, je pense que le fait d'amener la lecture à ces Guinéens, aux jeunes, on voit que ce sont des jeunes qui peuvent dévorer des livres de 300 pages en 3 jours et qui sont aptes à se présenter devant un public pour faire la restitution. Donc ça veut dire que c'est pas l'envie qui manquait, mais c'est toute une politique qui manquait et qu'avec un peu de volonté et d'effort, on peut justement cesser un jour de dire que le Guinéen n'aime pas la lecture. C'est très bien dit, un argumentaire développé avec une très belle verve. Et comme le disait Victor Hugo, un célèbre écrivain français du 19e siècle, on explique qu'il ne lit pas, maigri comme un corps qui ne mange pas. Alors il est important de lire. Mes chroniqueurs sont là. Je sais qu'ils piaffent aussi d'impatience de poser des questions à notre invité. Écoutez, d'abord, je remercie Dame Kadia Toukaba qui a très bien planté le décor, ce qui n'est pas habituel chez les Kaba, mais je poursuis. Voilà, donc elle dit avoir fait un constat comme tout le monde, mais en tout cas j'ai besoin de chiffres parce qu'elle a dit que 8 écoles sur 10 ne disposaient pas de bibliothèque. Est-ce que cela est parti d'un diagnostic juste visuel ou il y a eu effectivement des études dans tout le pays, ou bien c'est seulement au quartier Coléa, là-bas, on n'est pas sur les écoles. Non, mais parce que c'est important. Parce que la crédibilité des chiffres est très importante. D'abord, je veux savoir cela. Comment est-ce que effectivement ils sont parvenus à cette conclusion? Moi, je pense que c'est une très très belle question. Et souvent, quand j'avance ces chiffres, on me le dit. Vous savez que le SALEC, comme on le dit, le candidat ne prend pas part seul à la compétition. Nous engageons la responsabilité
responsabilité des établissements. Et donc, pour un début, parce qu'il faut savoir que le SALEC devait voir jour en principe en 2020, malheureusement pour des raisons de pandémie, donc pour des raisons de coronavirus, on a fait la première édition qu'en 2021. Il faut savoir que courant l'année 2020, quand on prend par exemple la commune de Matam, parce que n'oubliez pas qu'au début, la compétition, c'était une compétition intercommunale. Mais au regard du fait que dans certaines communes, par exemple, il n'y avait pas d'université ou que certaines communes disposent, par exemple, parfois plus d'écoles publiques ou d'écoles privées, ça fait qu'avec les éditions, au fur et à mesure des éditions, on a arrêté de dire que c'était une compétition intercommunale. On se contentait juste de réunir des établissements qui étaient consentants je veux dire, les établissements qui étaient consentants avec les critères et les principes du concours. Parce qu'il y a tout un principe qui est là et que les établissements doivent d'abord valider ces principes, accepter ces principes, ces critères avant d'y aller. Donc, l'année 2020, quand on a pris par exemple la commune de Matam, l'idée pour nous, c'était que dans chaque commune, qu'on puisse aller sur 15 établissements. Mais au début, c'était compliqué parce qu'après, c'était une première édition, donc on n'arrivait pas du tout à... Pas qu'on n'arrivait pas à les convaincre, mais en fait... ils avaient du mal à adhérer au projet. Mais la première chose qu'on pensait, parce que moi c'était un constat personnel que j'avais eu à faire sans pour autant faire des sondages, mais au regard des écoles que nous avions, des établissements que nous avions fréquentés, à l'époque, comme je dis, il fallait quand même toucher 15 établissements par école. Chaque fois qu'on partait dans une école, quand on posait la question, est-ce que vous avez une bibliothèque et tout, ces écoles nous disaient non, mais en fait, nos élèves sont abonnés au centre culturel franco-guinéen. Donc quand je dis par exemple 8 écoles sur 10 ne disposent pas de bibliothèque, c'est selon ce constat. Nous ne sommes pas des grands spécialistes des chiffres, des statistiques et tout, mais je veux dire en fait que le fait nous-mêmes de nous déplacer sur les lieux et de voir que ça n'existe pas. Donc si dans la commune de Matam, j'ai été dans 10 écoles et que j'ai vu que, par exemple, que deux écoles disposent d'une bibliothèque, donc c'est ce qui m'amène à dire par exemple que 8 écoles sur 10, ça c'était vérifié en 2021, on l'a fait. Et malheureusement, le même processus, nous l'avons remarqué, en fait. Et il faut savoir qu'il y a des établissements qui, à la première édition du SALEC, qui ne disposaient pas de bibliothèque, mais qui, au fil des éditions, 3e, 4e édition, on a vu que, quoique pas trop bibliothèque en tant que telle, mais ils ont essayé de trouver un petit espace quand même, ou un point de lecture pour que les jeunes puissent lire. Donc les chiffres que j'avance, ce ne sont pas des chiffres peut-être d'experts, mais je veux dire ce sont des constats que nous avons eu à faire, et c'est sur ces constats que je me base aujourd'hui pour le dire. Encore une fois, il y a eu des améliorations entre-temps, parce qu'il y a des établissements qui au départ ne disposaient pas de bibliothèque ou de point de lecture, qui en disposent désormais. Donc ça veut dire en fait que d'autre part, eux-mêmes mesurent la nécessité d'avoir un point de lecture sur place. Parce que rien ne nous garantit que quand on laisse les élèves partir vers le centre culturel franco-guinéen, qu'ils partiront et qu'ils liront effectivement. Et puis le type de lecture que nous avons envie de promouvoir, pas cette lecture de pression. C'est-à-dire que ce qu'on a envie de réussir, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de mettre la pression sur une personne pour lui dire il faut lire, sinon si tu ne lis pas, je vais te fouetter, je vais te si. En fait, ce qu'on a envie que les gens puissent inculquer, en fait, c'est en eux, c'est que la lecture est capitale et indispensable, que ce soit eux-mêmes qui partent vers la lecture, qu'il n'y ait pas une Kadiatou Kaba avec son projet SALEC qui vienne leur dire partez lire. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une lecture de contrainte, mais une lecture de conscience. C'est-à-dire qu'on sache que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de nous dire, on trouve tout notre intérêt à lire. Voilà. C'est très bien dit. Je pense que Keita, il est satisfait. Alors, monsieur, je voulais juste dire que statistiquement, ce qu'elle dit, c'est pas loin de la vérité. Oui, en fait, le constat, il est réel. Chez nous, au MUPIA, au BSD, nous manipulons les données. Donc, ce qu'elle a dit, c'est peut-être à Conakry, peut-être à Matam, mais si on répercute ça sur l'étendue du territoire, je ne pense même pas que ça fera 8 sur 10. Parce qu'il y a un sérieux problème de lecture. Le Guinéen ne sait pas que l'esprit se nourrit de lecture. Ça, c'est clair. Le savoir, ce n'est pas ce qu'on arrive à capitaliser à l'école. Le savoir, c'est ce qu'on se donne le plaisir d'acquérir en lisant. Ça, c'est clair. On a un sérieux problème de lecture, comme elle l'a dit. Les gens doivent savoir que apprendre, c'est pas seulement s'arrêter, être dans une classe et être avec un professeur. Un enseignant, c'est un enseignant. Et pas même pour t'interrompre, il y a des enseignants qui ne lisent même pas. Bien sûr. Voilà. Non, en fait, même s'ils lisent, mais la lecture est cadrée. Voilà. Ils se limitent à ce qu'ils pensent pouvoir enseigner aux enfants. Au lieu de chercher à déborder, aller plus loin que ça, développer des capacités à communiquer avec les enfants. Donc moi, je me dis que la dame,
elle a notre soutien par rapport à son mouvement, à ce qu'elle fait. Je suis vraiment content d'elle et puis ça va. Et s'il vous plaît, j'aimerais rajouter ceci. Et l'autre fait surtout qui m'a énormément marqué, vous savez, quand on arrive au lycée, moi j'ai fait les sciences mathématiques, parce que je sache, le lycée dans lequel j'étais, quelle que soit l'option en fait, vous savez, au lycée il y a la littérature africaine des indépendances, ce sont des moments d'excitation que la plupart des jeunes en tout cas adorent, parce qu'il y a des romans comme Batouala de René Maran, Une vie de Boy de Ferdinand Oyono, Les soleils des indépendances, et on enseigne un tout petit peu l'épopée Sondiata ou l'épopée mandingue du feu Djibril Tamsir Niane, paix à son âme. Et moi je me rappelle par exemple à l'époque, là où on était, les profs, au lieu de pousser les élèves à partir eux-mêmes faire la lecture et ensuite faire la restitution du contenu de l'ouvrage, les profs venaient donner le résumé du contenu de l'ouvrage. Donc l'élève retenait que le résumé de l'ouvrage, c'est pas l'élève qui lit, mais en fait le prof il fait un résumé qu'il partage à tous, donc c'est le résumé là qu'on retient. Donc en fait l'idée c'est de sortir de là, que chacun puisse faire sa propre lecture des choses. Tu fais la lecture et tu l'interprètes à ta manière, parce qu'aujourd'hui l'écrivain ne peut qu'écrire, mais l'interprétation qui peut être donnée à tes écrits, ça tu ne peux pas le maîtriser. Et justement pour que nous puissions développer notre capacité réflexive et tout, c'est de aussi pouvoir faire la lecture nous-mêmes, de restituer le contenu de l'ouvrage ou de tirer des conclusions de ce qu'on a lu et de ce qu'on a retenu. C'est aussi ça surtout. C'est très important et je rappelle que l'émission elle est interactive. Les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 67 pour participer à l'émission ou pour poser des questions à notre invité. Oui, monsieur Cabinet, qui ne tarit pas de questions. Oui. Bon, toute une autre question, Adam Kaba. Vous savez, la lecture est inscrite au programme d'enseignement guinéen à partir du primaire. Je me rappelle encore, nous en 2011, 2011, quand nous étions par exemple en classe de CM2, disons que par jour, nous lisions au moins 2 ou 3 fois, c'est-à-dire dès 8 heures on lit, à 12 heures. C'était quelle école? À l'époque, c'était Abi Sangaré à Djipé. Vous avez dit 2011? Oui. 2011, vous étiez à l'école primaire? Oui, j'étais en 6e année. 2011? 2011. Mais bien sûr. 2001 ou 2011? 2011, s'il vous plaît. Mais elle vient de finir, c'est ça. Voilà, donc en réalité, à l'époque, nous lisions au moins 3 fois par jour, à 8 heures, à 12 heures et 15 minutes avant 14 heures. Alors aujourd'hui, est-ce que Dame Kaba s'est intéressée un peu au respect un peu disons, de cette habitude de lecture dès le primaire? Est-ce qu'elle a fait un constat là-dessus? Si oui, qu'est-ce qu'elle a remarqué, disons, dans ces différentes écoles? Je ne vais pas loin. Je prends d'abord l'exemple sur moi-même. Là où j'ai étudié, je ne pense pas qu'il y avait un programme de lecture quelconque imposé. Quoique la lecture, les moments où par exemple on nous demandait de lire, c'était d'apprendre nos leçons et tout, d'accord? Mais dire que par exemple les jeudis ou les mercredis de 8h à 10h, ce sont des trucs de lecture, je ne sais pas. Par contre, au fur et à mesure des éditions du SALEC, effectivement on a eu des établissements qui avaient le programme de lecture inscrit, enfin qui avaient la lecture inscrite dans leur programme et tout. Donc oui, je reconnais qu'il y a des établissements en fait qui le font, mais ces établissements sont très très rares. Aujourd'hui, on en parle pour que le nombre puisse grimper. Et tout, voyez-vous. Je sais qu'il y a des établissements qui sont assez sérieux, qui sont assez corrects. Je ne vais pas faire la publicité de ces établissements. Et vous allez voir que la plupart de nos lauréats au SALEC, ce sont des établissements déjà qui, depuis la base, ont intégré la lecture dans le quotidien de leurs candidats. Et ça fait que ces candidats n'ont aucun mal, par exemple, à lire un livre parce que c'est dans leurs habitudes. Donc, il faut savoir que dans tous les cas, il y a des exceptions. Oui, il y a bel et bien des établissements en Guinée qui accordent un intérêt particulier à la lecture, qui ont la lecture, je ne dirais pas inscrite dans leur programme, comme on dirait cours d'histoire, cours de géographie, mais qui trouvent quand même un moment de lecture pour leurs jeunes. À quel moment? Pas en salle, mais dans les points de lecture justement qui y sont. Ils se disent par exemple, bon, aujourd'hui, la 12e année A, la 9e année B, la 7e année C, c'est un exemple que je suis en train de donner. Aujourd'hui, c'est votre jour de lecture. Et le bibliothécaire qui est qui est là, ou alors celui qui gère le point de lecture, à tout moment
l'élève, quand il finit la lecture, il marque oui, c'est arrêté pour que la prochaine fois, vu qu'ils n'ont pas le droit de sortir avec les livres du point de lecture ou de la bibliothèque, pour que la prochaine fois, ils puissent continuer. Et à la fin, en général, les restitutions sont faites. Donc oui, ce sont des informations que nous avons, mais c'est assez minime pour ne pas dire minoritaire. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller dans une optique selon laquelle ce qui est aujourd'hui une exception, parce que cela est vraiment une exception, puisse être la règle. Parce qu'en réalité, ça doit être la règle. Donc oui, ce que votre école fait, effectivement, il y a d'autres écoles qui le font, mais ces écoles aujourd'hui se comptent du bout du doigt parce que nous avons quand même la chance chaque année de la collaborer au moins avec une cinquantaine d'établissements. Et la différence est là, ça se voit nettement. Et vous allez voir l'aisance avec laquelle ces enfants-là abordent les sujets, se jettent à la lecture. Ce n'est pas de la même façon que ceux qui se retrouvent dans une situation exceptionnelle qui est le SALEC et qui doivent longtemps batailler et lutter justement pour faire la restitution. Donc je n'exclus pas votre hypothèse, monsieur. Très bien dit. Avant de venir à Cheikh, moi je vais aller sur un côté plus technique. Et on a de sérieux problèmes. On a de sérieux problèmes par rapport à la notion de lecture là. En CP1, CP2, CE1, CE2, on a des difficultés. Il y a des enseignants qui se bornent à chercher à donner des leçons de géographie, des leçons d'histoire. Ils poussent les enfants à réciter des leçons de géographie, réciter des leçons d'histoire, sans savoir si l'enfant sait lire. Voilà. On est d'accord. Donc, à la base, au lieu d'aller vers les vitaux, c'est-à-dire ce qui est fondamental, la lecture, le calcul, bien, on s'aborde le programme, on met géographie, histoire, et d'ailleurs c'est pour apprendre une histoire qui n'a rien à voir avec l'avenir de l'enfant, et on parle de tel ou de tel. Au fait, les fondamentaux là sont ratés à la base. Ce qui fait qu'arrivé en CM1, CM2, on cherche maintenant à pousser l'enfant à savoir lire, alors que c'est pas le moment. Donc il y a ce sérieux problème. Il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir, de penser, de réfléchir et de revenir sur le système éducatif qui est depuis la base, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Alors le sujet que vous abordez m'amène à parler de la dictée, parce que tout à l'heure on m'avait posé la question relative à la dictée et puis au SALEC. J'ai préféré aborder la question relative au SALEC parce que c'est ce qui est strictement lecture. La dictée n'est que le résultat justement du rythme en fait que tu t'es donné et de l'importance que tu as accordée à la lecture dans ton quotidien pour apprendre des nouveaux mots, pour enrichir ton vocabulaire, etc. Il a parlé de quelque chose mais qui n'est pas faux, c'est ça, on a les statistiques. Parce que ce sont des études de terrain que nous avons eu à faire et nous avons des rapports. Nous avons déjà fait 2 éditions du SALEC. Nous avons pu couvrir 21 villes de la Guinée. Dans ces villes, il y a des préfectures, il y a des sous-préfectures, il y a même des régions administratives en fait qui ont été couvertes. Donc ça, ce sont des statistiques que je peux vous mettre à disposition. Aujourd'hui, la grande dictée, il faut savoir que c'est 3 catégories. Nous avons la catégorie des benjamins, des juniors et des seniors. Les benjamins sont ceux qui ont entre 7 et 11 ans, les juniors sont ceux qui ont entre 12 et 18 ans et les seniors sont ceux qui ont entre 19 et 70 ans. Parce que la différence entre la dictée et le SALEC, contrairement au SALEC, la dictée s'intéresse à la tranche d'âge de 7 à 70 ans, étant donné que le SALEC c'est de 8 à 25 ans. Je voulais m'appuyer un peu sur ce qu'il dit, parce qu'en fait, 7-11 ans, en général, les villes dans lesquelles nous passons, nous ne décernons pas de prix. Et figurez-vous que l'un des critères justement de sélection des lauréats, c'est qu'il faut avoir fait au moins 10 fautes. Au début, on voulait dire qu'il faut avoir fait au moins 5 fautes. Mais quand on a vu le niveau global des apprenants, on s'est dit, mon équipe et moi, on s'est dit en fait que si vous partez avec le principe au moins 5 fautes pour les 3 premières places, vous risquez de faire tout le tour de la Guinée sans pour autant décerner le prix. Et moi, je me disais, mais avec 10 fautes, est-ce que c'est vraiment l'excellence que nous sommes en train de chercher? Parce que 10 fautes déjà, c'est assez énorme pour des textes de 3 paragraphes. Alors rassurez-vous que même avec 10 fautes, de tolérer, il y a eu des villes où nous n'avons pas du tout décerné de prix. Quand je prends Cancan, vu que ce sont des chiffres vérifiables et tout, là je peux parler des villes. Cancan, on a fait la dictée pendant 2 ans, donc 2023, 2024. À Cancan, sur 9 places à décerner, la première édition, on n'a décerné que 3. La deuxième édition, on n'a décerné que 2. Quand je prends Kerouané, on n'a décerné qu'un seul prix sur 9. Quand je prends des villes comme Beila,
pour ne pas raconter n'importe quoi, il y a eu pas mal de villes, pour ne pas que je cite des villes, alors que ce ne sont pas des villes. Il y a pas mal en fait de villes, par exemple, dans lesquelles on devait décerner 9 prix, soit 3 prix dans chaque catégorie, les 3 catégories que je viens de citer, et qu'il n'y en ait pas. Maintenant, quand je prends les tout petits de 7 à 11 ans, c'est la catégorie dans laquelle nous ne décernons presque pas de prix. Par exemple, ce sont des enfants, comme vous leur dites, de vous faire... la poésie, alors les mots coulent de source, ça coule super bien, c'est récité, ils le disent super bien. Mais quand tu leur dis par exemple d'écrire Mamadou va à l'école, c'est tout un problème. Comment écrire Mamadou va à l'école? Alors que ces enfants ne sont jugés que sur un paragraphe et non 3. Parce qu'il faut savoir que les benjamins, c'est un paragraphe, les juniors 2 paragraphes et les seniors 3 paragraphes. Et donc sur un paragraphe, 10 fautes recherchées, parfois on met simplement illisible. Parce que vous cherchez les fautes que quand vous pouvez lire. Mais si vous ne pouvez même pas lire et tout, c'est compliqué. Donc ça veut dire que nous, parfois, pour aider, on va même au-delà de la règle, parce qu'il y a la règle, il y a l'exception. C'est de 7 à 11 ans, mais les villes dans lesquelles on sent que le niveau, c'est pas trop ça, on met les benjamins parfois de 7 à 13 ans, au lieu de 7 à 11 ans. Tout ça pour favoriser la récompense du mérite. Mais malheureusement, ça arrive, et donc ça veut dire que ça sert à rien aujourd'hui de mettre les choses dans la tête des enfants. Il faut que eux-mêmes, l'apprentissage de l'alphabet, quand on joint les syllabes, les voyelles et tout, il faut que les enfants soient capables justement de lire. Donc la lecture est cruciale et indispensable. Et donc ça, ce n'est que la conséquence justement du fait que nous relevons aujourd'hui la lecture au second plan, et il ne le faut pas. Et c'est pour ça que nous avons dit que la dictée, c'est une suite logique du SALEC. D'un côté, on fait la promotion de la lecture, mais d'un autre côté aussi, il faut qu'on montre que la promotion de la lecture vaut la peine en faisant des dictées et en ayant des vrais chiffres, des vraies statistiques. Et donc, par rapport à la dictée, oui, nous avons des statistiques par rapport justement aux différentes villes fréquentées qu'on pourra vous donner. Et c'est très alarmant. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre Jean-Paul Sely, il en a conscience. Et d'ailleurs, c'est le ministère qui nous a accompagnés dans la rédaction des textes pour pouvoir évaluer ces enfants. Donc, ça montre qu'ils sont conscients, en fait, de tous les problèmes, des maux dont souffre le système d'enseignants dans notre pays aujourd'hui, et qu'ils ont la ferme volonté justement de pouvoir faire en sorte que ça marche. Donc pour l'instant, le partenariat qu'il y a entre nous, parce qu'il y a un partenariat, c'est un partenariat technique, parce qu'eux-mêmes ils mesurent la chose et ils sont conscients qu'ils auraient dû le faire à notre place. C'est déjà ça, en fait. Vous savez, si l'État n'est pas conscient ou si les départements ne sont pas conscients des maux dont souffre leur secteur, c'est très grave. Mais ça fait partie quand même des choses que le ministre et tout son cabinet, ils ont reconnu et ils ont voulu que voilà, on puisse aller loin. C'est très bien dit, et comme le disait Voltaire, un célèbre écrivain français du XVIIIe siècle, les lettres nourrissent l'âme, la rectifient et la consolent. Donc il est important de promouvoir la lecture, parce que plus nous lisons, plus nous élargissons notre champ de connaissances et aussi notre champ réflexif. Alors, je rappelle que l'émission elle est interactive, les auditeurs peuvent participer en appelant le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Appelez pour poser des questions ou en tout cas pour participer à l'émission. Oui, Cheikh voulait poser... Mais moi, bien avant ta question, moi j'ai d'abord une petite question à poser à Kadiatou, parce que j'ai pris part... souvent je prends part au SALEC. Mais la remarque que j'ai faite, c'est quoi? Parfois, il y a une disparité entre les écoles publiques et les écoles privées. On y retrouve beaucoup plus d'écoles privées. Est-ce que c'est parce que vous ne partez pas vers les écoles publiques, ou que vous y allez, mais on ne vous donne pas carte blanche? C'est quoi le problème? Quel constat. Alors, le scepticisme est à un autre niveau. Je disais que le scepticisme est à un autre niveau. Un auditeur, hein? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Lamine depuis Guéchia. Oui, monsieur Lamine, nous vous écoutons. En fait, j'écoute votre... Oui. Votre invite avec intérêt. Ouais, si vous êtes à côté de votre poste transistor, s'il vous plaît, éloignez-vous-en un tout petit peu pour que nous puissions vous comprendre. Hein? J'aimerais la demander ce qu'elle pense du projet du ministère là, qui pense à supprimer l'examen d'entrée au 7e. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Passez une journée. Alors, Kadiatou, une autre question d'un auditeur. Les auditeurs sont rois, mais même si ce n'est pas
relatif quand même au thème. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Ça peut être une bonne et une mauvaise décision à la fois. D'autant plus que ça nécessite une certaine préparation. Il ne faut pas qu'on prenne des mesures comme un cheveu tombé dans la soupe. C'est-à-dire qu'il faut mûrir les réflexions. Ça peut être bien sur le plan économique, par exemple, et tout. Hein, sachant que ce certificat, il faut savoir qu'après la 6e année, est-ce que ça nous est vraiment utile? Gros point d'interrogation. Mais en même temps, comme je dis, ça peut être bon et mauvais à la fois. Et en même temps, nous savons très bien que l'apprenant guinéen aime la pression. Le fait que ces examens soient un moyen de pression, est-ce que ça ne les pose pas aussi à ce surpasse? Gros point d'interrogation. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je veux dire que ça peut être bon et mauvais à la fois. Tout dépend du fait des mesures d'accompagnement et du temps qui a été pris justement pour mûrir cette réflexion. Monsieur, vous allez m'excuser, mais je ne pourrais pas dire plus que ça. Alors, c'est bien dit. Alors, ah, ok. On a un auditeur, ils sont rois. Monsieur Boubacar Ba depuis Contea. Oui, monsieur Boubacar Ba depuis Contea, nous vous écoutons. Je me sens aidé avec vos paroles. Merci beaucoup. Je suis ravi. Merci. J'aime votre radio et toutes les radios du monde. Hein. Merci beaucoup, vraiment, c'est gentil. Vous avez un gros cœur. Merci bien. Passez une excellente. Après, oui. Moi, ce que je veux, tout gouvernement qui monte, n'a qu'à financer nos routes, oui. nos nos hôpitaux, notre électricité et eau. D'accord. Nous fournir un matériel agricole. D'accord. Financer le matériel agricole. D'accord. Comme qu'on veut cultiver, il n'a qu'à aller là-bas s'emprunter pour cultiver. D'accord, va. Vous êtes... Cultiver sa plantation, il n'a qu'à faire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ba. Passez une excellente journée. Je n'ai fait que ne valoriser. D'accord, merci beaucoup. Bravo. Donc, vous pouvez aussi appeler sur le 629 95 67 deux fois pour poser des questions à notre invité. Nous revenons à nos moutons, Dame Kaba. Ouais. Oui, alors, je dis que le scepticisme est à un autre degré. Oui. Vous savez, les premières éditions, j'avais d'ailleurs tendance à favoriser les écoles publiques. Je disais toujours à mes collègues, s'il y a 50 établissements à cibler, moi, j'aimerais en fait qu'on donne la priorité aux établissements publics pour qu'il y ait une tribune vers laquelle les jeunes peuvent s'affirmer en fait et tout. Donc, les premières éditions, effectivement, nous avions souvent tendance, enfin, nous avions pas mal d'établissements publics, quoi qu'il y avait pas mal d'établissements privés aussi, mais je pense qu'à la première édition, il y avait plus d'établissements publics que de privés. Mais ce qui se passe, les établissements publics en général, enfin la plupart des établissements publics qui arrivent, parce qu'on a eu des lauréats qui viennent des établissements publics, et même cette 5e édition et tout, le lycée 2 octobre, ça, le SALEC fait 5 ans, et ça fait 5 ans que le lycée 2 octobre participe. Et en 5 ans, ce n'est qu'à la 5e édition, par exemple, que le lycée 2 octobre a pu gagner. Donc ça veut dire qu'il y a eu la persévérance. Eux, ils connaissent l'importance du SALEC et ils savent que c'est bien de challenger parfois les jeunes. Alors, les auditeurs sont... Oui, bonjour monsieur, vous nous appelez d'où et vous appelez comment? Je vous appelle de Bessia, je m'appelle Mohamed. Alors, monsieur Cissé, nous vous écoutons. Vraiment, je viens de suivre votre émission avec vous. Merci. L'émission est de qualité. Merci. Et l'invité aussi est de qualité. Merci bien. J'espère bien que ce que lui n'est pas porté à la semaine, ce ne sont que, n'est-ce pas, de meilleures choses. Par rapport à la situation des enfants qui, de la 6e année qui doivent, n'est-ce pas, prendre l'examen d'entrée en 7e année, vouloir l'annuler, et n'aligner aussi, n'est-ce pas, la qualité, la performance, n'est-ce pas, de la formation pour la 6e année. D'accord. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a la différence qui est créée entre les écoles privées et les écoles publiques. Pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une telle envergure d'engagement au niveau, n'est-ce pas, des écoles publiques, il va falloir, n'est-ce pas, de financer ou de refinancer encore les examens d'entrée en 7e année. C'est pas, n'est-ce pas, le diplôme qu'on regarde.
mais la pression sera mise sur les enfants. C'est cette pression qu'on va continuer à encourager. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé. Passez une excellente journée. Je pense qu'il s'inscrit tout petit peu dans le même ordre d'idée que Kadia Toukaba, même si son analyse est un peu mitigée. Voilà, Donc, on parlait justement de la participation des écoles publiques. Mais vous savez, les écoles publiques, je ne sais pas pourquoi elles ont ce sentiment. En général, quand les écoles publiques et les écoles privées se croisent, pour la plupart du temps, ils ont ce sentiment que les écoles privées sont favorisées. Je ne sais pas, ils se basent, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui les pousse à réfléchir ainsi. Mais il y a déjà... il y a ce complexe-là. Il y a ce complexe qui est là, premier aspect. Et deuxième aspect, on a remarqué que, vu qu'en général, les écoles privées prenaient un tout petit peu le devant, j'avais comme l'impression en fait qu'ils ne se sentaient pas trop, les écoles, donc elles ne se sentaient pas trop à l'aise avec cela. Et en général, quand tu peux les voir, ils te disent « Ah, nous n'avons pas les candidats à la hauteur. » Et tout. « Ah, on n'a pas le temps de préparation. Ah, nous n'avons pas de coach. » Étant donné que les écoles privées, quand tu pars, même s'il n'y a pas de coach, ils essaient de créer tout un comité autour. Et puis parfois, il y a un problème de disponibilité aussi, il faut le reconnaître au niveau des écoles publiques. Les écoles privées sont très motivées, ils sont trop dans l'esprit de compétition. Mais parfois, les écoles publiques, c'est hyper compliqué. Nous, il y a des écoles publiques avec lesquelles on a commencé les premières éditions. En fait, c'est certes une compétition. L'objectif, c'est de gagner, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas gagné le salaire que vous ne valez rien ou que vos enfants ne valent rien. L'expérience qu'ils sont en train d'acquérir là et probablement le goût de la lecture qui est en train d'être suscité en eux là, moi, je pense que ça pourra être vraiment un tremplin dans leur quotidien et pourquoi pas dans le reste de leur cursus scolaire et au-delà. Voyez-vous? Donc, il y a un certain scepticisme qui ne dit pas son nom. Et parfois, j'ai l'impression que les candidats de ces écoles se sous-estiment. Et il y a des gens comme ça, on a décelé des gens comme ça qui avaient un potentiel énorme que nous-mêmes, on a eu l'amabilité de coacher. Voyez-vous? Et ça s'est très bien passé, ça s'est super passé. Donc, ça fait que si on fournit un effort pour convaincre les écoles privées, là, les écoles publiques, il faut un peu plus d'efforts en fait. D'abord, pour qu'ils sachent que nous, tout le monde vient, les gens sont égaux dès le début. En fait, ça dépend de qui se démarque et qui ne le fait pas. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Sinon, au même titre que nous adressons des courriers aux établissements privés, c'est de la même façon que nous adressons des courriers aux établissements publics. En général, il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est très bien dit. Cheikh, rapidement, je sais que tu as une question là, rapidement, parce que bientôt la page publicitaire. Le souci entre les privés et les publics, c'est qu'il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Moi, je me dis que tout part des parents d'abord, parce qu'un parent qui a les moyens d'envoyer son enfant dans une école privée ne manquera pas de moyens de lui chercher des documents nécessaires, des livres pour lire. Maintenant, dans les publics, souvent, le papa, il ne sait même pas si son enfant est à l'école. Je ne dis pas qu'il s'en fiche pas mal, mais les moyens ne sont pas là. Et puis, l'enfant, dès qu'il quitte l'école, c'est pour jeter le sac et puis il ne révise pas, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, il faut se dire qu'il y a une différence terrible qui est là entre un enfant qui est dans une école privée qui est un peu suivi et un enfant qui est dans une école publique qui ne bénéficie pas de la même chose. Donc, dès que ces deux viennent dans une compétition, cela va sans dire que le combat est déjà perdu. Ça, donc, à force de gagner une fois, deux fois, trois fois, il y a quelque chose qui se crée dans la tête des enfants des écoles publiques. Allô? Ok. Voilà, donc nous allons marquer une pause pour permettre à notre invité de prendre quelques bouffées d'oxygène et revenir avec beaucoup plus d'énergie. À tout à l'heure, la page publicitaire. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes.
Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Nous revenons de plein pied dans l'émission Le Bureau du Prof, la seule émission éducative qui vous offre la possibilité et l'opportunité de plonger dans les méandres de l'école de la République. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'importance de la lecture dans l'apprentissage des élèves et étudiants. Et comme invité, nous avons Dame Kadiatou Kaba. Alors, Cheikh était en train de faire une petite analyse. Je disais tantôt qu'il y a une distorsion qui ne dit pas son nom entre la capacité des enfants des écoles privées à lire, à absorber tout ce qu'on leur donne. Par rapport au fait qu'ils sont dans un milieu compétitif, ils se battent pour dépasser les autres. Il y a l'émulation qui est là. Alors que dans les publics, souvent, ils ont une mauvaise compréhension du fait qu'ils soient dans une école publique. Ils se disent, bon, sont les rebuts de la société. En fait, quand il y a cette compétition, les écoles publiques se disent que voilà, nous faisons face à des bourgeois. Et ça n'a pas été toujours le cas. Ça n'a pas été toujours le cas. À un moment donné, dans les années 2000, 2001, 2002, les premiers de la République des écoles privées. Cheikh, les auditeurs sont rois. Allô? Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi je m'appelle Daouda Sangal, je vous appelle depuis Mandiana. Alors monsieur, nous sommes suivis jusqu'à Mandiana. Merci d'être venu dans cette émission. Nous vous écoutons. Donc, parfaitement, j'écoute cette émission, mais j'ai une question pour la dame. D'accord. Donc, je voudrais savoir d'où vient l'idée d'être une et la création encore de salaire. Parce que nous, à Mandiana, ici, tu veux dire pour le 10 écoles ici, pas de bibliothèques, nous, ça nous manque énormément de bibliothèques. L'idée d'être une écrivaine et la création du salaire, c'est ma question. Ok, merci beaucoup de m'avoir appelé. Et Kadiatou Kaba, c'est une question qui te revient de droit et une manière aussi de t'inviter à visiter Mandiana. Hein? C'est cela, c'est cela. C'est vrai que voilà. les 21 villes parcourues, je veux dire, on n'a pas encore été malheureusement
à Mandiana. Mais on est en train de voir, parce que n'oubliez pas que la dictée est un peu complexe. Toutes les villes dans lesquelles nous passons, il nous faut avoir des correspondants. Et si vous n'avez pas de correspondants sérieux, ça devient compliqué. Ce sont eux qui sont sur le terrain, il y a des correspondants, ils te soutiennent de l'argent, étant donné que l'accompagnement n'y est pas trop. En réalité, l'une des suites logiques du SALEC, c'était vraiment de contribuer à la mise en place des bibliothèques. Mais déjà, à l'organisation même du SALEC, on ne parvient pas à se tirer d'affaire avec le peu de moyens que nous avons, et donc on ne peut nullement pas avoir la prétention justement de mettre en place des bibliothèques. Mais sinon, au départ, tel qu'on avait conçu le SALEC, c'était qu'à la fin de chaque édition du SALEC, dans des établissements publics, pas dans des établissements privés, mais dans des établissements publics, parce que nous avons voulu donner la priorité à ces établissements publics, parce que nous avions effectivement conscience du fait que autant le système éducatif peut souffrir aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau des établissements publics, encore c'est pire. Donc pour nous, c'était comment justement aider ces établissements publics à sortir de certains besoins pour pouvoir contribuer justement à l'amélioration de l'enseignement dans ces établissements. Mais malheureusement, il y a un constat qui est là aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Je regrette vraiment le fait que les initiatives comme le SALEC et la grande dictée du SALEC ne soient pas suffisamment accompagnées. Je déplore beaucoup cette situation. Vous imaginez, je suis obligée, en tant que personne physique... Mesdames Kaba, je dis que vraiment vous avez... en tout cas tout un arsenal d'accompagnement qui fait que vous n'êtes souvent pas à l'abri de ces petits besoins. Mais c'est ça mon problème. Ce qui se dit dans le problème. Sinon elle est sous les feux de la rampe, sous les projecteurs. Mais il faut dissocier, il faut justement dissocier. Pendant longtemps je me suis tuée là-dessus, mais je ne peux plus en fait. Vous imaginez ce que je gagne à titre personnel comme Kadiatou Kaba et avec Kadia Communication, tout ce que tu fais à titre personnel. Chaque année au SALEC, depuis de la première édition du SALEC à maintenant, sur un projet de plus d'1 milliard et tout, on n'a même pas pu mobiliser sur chaque édition, toutes les éditions confondues. Il n'y a jamais eu une édition du SALEC où on a pu mobiliser la moitié. Étant donné qu'on a quand même des initiatives ici, quand je prends la SINAMSCO sur les cachets de personnes, ce sont des montants officiels. La SINAMSCO, l'accompagnement par exemple, c'est 7 milliards, voyez-vous. Alors que là, c'est institutionnalisé. Non, absolument, absolument. Alors absolument. Et ce n'est pas la demande qui a manqué. Ce n'est pas la demande qui a manqué. Je sais qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui par rapport à l'institutionnalisation du SALEC. Il y a encore des réticences et tout. Mais nous, à un moment donné, on peut avoir des idées et tout. Le SALEC, pendant 5 ans, on a montré qu'on a la volonté, on a montré que l'objectif pour nous, ce n'est pas de nous remplir les poches. Parce que dès la première édition, déjà, on aurait raccroché. Mais si on a fait pendant 5 ans, ça dénote toute notre volonté, justement, de faire les choses. Mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Parce que Dame Kaba aussi en train de devenir une vraie femme. À l'époque, tu peux dire c'était la petite de 18 ans, 10 ans, 22, 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai quand même 27 et tout. Donc, je suis en train de prendre l'âge. J'ai des problèmes de vie. Et ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes, il y a d'autres rêves que j'ai envie de réaliser qui soient différents du SALEC et de la dictée. Et aujourd'hui, laissons même l'État. Quand je prends les entreprises, il y a pas mal d'activités qui sont accompagnées aujourd'hui. Les mêmes entreprises qui se plaignent de la qualification de la main-d'œuvre. Parce que tout le temps, quand tu vas dans les entreprises, on a un problème de main-d'œuvre qualifiée. Et en même temps, ces mêmes entreprises accompagnent tout, sauf des initiatives relatives à l'éducation, qui valorisent la main-d'œuvre. Donc, c'est hyper compliqué. Nous, c'est l'un des groupes auxquels nous faisons face. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut qu'on voie un tout petit peu ça. Chaque édition du SALEC, chaque édition de la dictée, si on n'a pas déposé de courrier, c'est 50 courriers. Et vous savez, parfois même, tu n'as pas les réponses via les courriers. C'est très très rare qu'on te réponde par mail. C'est toi qui dois chercher qui est dans quelle entreprise, qui tu peux appeler. Tout ça, c'est pénible pour des initiatives quand même comme le SALEC qui sont en train de faire leur preuve. Et comme je dis, la dictée, on n'a fait que 2 éditions. En 2 éditions, nous avons eu à couvrir 21 villes. Et dans toute la Guinée, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Et vous allez voir que c'est pratiquement sur fonds propres. Et ça, c'est très très grave et compliqué, d'autant plus que ce n'est pas la légitimité de l'événement. Il y a une certaine légitimité quand même autour de ces événements et que les autorités reconnaissent. Aujourd'hui, c'est de voir comment les autorités puissent. Je sais que les autorités sont de cœur déjà avec nous parce que souvent on les invite et les autorités répondent à nos invitations. C'est déjà un très grand pas parce que ça montre en fait que nous sommes avec les autorités. Mais à un moment donné, il faut aussi des moyens. Il faut des moyens parce que sans les moyens, ça devient compliqué. Ça c'est vrai. C'est très bien dit. Les auditeurs peuvent vous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 pour poser des questions
Adam Kaba, oui. Professeur, vous savez, les chiffres, par exemple, de l'UNESCO sont sans appel. Oui. Lorsque nous organisons la Journée internationale de l'éducation, ça nous permet de regarder, en fait, de faire une projection. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a bien d'enfants ou bien d'élèves qui quittent le circuit de l'enseignement sans pouvoir maîtriser ni la lecture, ni l'écriture. Et il y a des millions d'enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas interpréter un simple texte. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les commandes du ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est-à-dire la dotation des écoles. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je suis Kabasekou. Je vous appelle de Sangoya. Ah, je reconnais cette voix, le cœur communal de l'éducation de Matoto. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Ah, d'accord, merci. Merci au petit Kaba qui est assis au petit là. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bon, c'est d'abord féliciter d'abord qui est en train de faire la fierté de la jeunesse féminine en matière du bon travail. Vous savez, il faut féliciter, c'est bien fait. Ça, c'est vrai. Et donc, les encouragements. Ça, c'est vrai. Mais retenez que le privé et le public, la seule différence, c'est le manque de suivi du public. C'est tout. Sinon, ils sont intelligents, mais ils ne sont pas bien suivis. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Et on se bat tous les jours pour que les parents arrivent à suivre correctement les enfants. Mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est vrai. Et ça fait... c'est le seul défaut. Mais bon, on se bat toujours. Oui, c'est normal. C'est pas une autre. Je n'ai pas à poser la question à ma fille. C'est de l'encourager, c'est de la féliciter. Et vous faites la fierté des cabas. Moi, on ne peut pas. Merci. Merci, Alphonse aussi. Merci. Allô, monsieur Kaba? Merci. Monsieur Kaba? Oui. Je profite de l'occasion pour féliciter. Et pour moi, vous êtes le meilleur DCE ou le meilleur DPE de la Guinée. Je sais pas. Ça, c'est bien ça. Vous le méritez et puis toujours sur pied. Il est très dynamique. Vous êtes toujours sur pied. Vous êtes toujours dynamique. Et félicitations à monsieur Sekou Kaba, le DCE de Matoto. Félicitations. D'accord. Merci à vous pour servir la nation. C'est vraiment bien. Merci ma fille. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous avons été très heureux de votre appel. Passez une excellente journée, monsieur le DCE. Donc, je disais que, parce que cela me paraît très très important. Vous avez l'État guinéen, des milliers de livres ou des millions de livres sont commandés chaque année. Et normalement, chaque élève qui se trouve dans une école donnée, que ce soit une école publique, l'enfant doit être doté de la documentation qu'il faut. École publique. Est-ce que vous savez que chaque année, normalement, il y a ces manuels-là sont commandés et normalement qui doivent être destinés aux élèves. Mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Celui que justement M. Sekou Kaba a bien fait d'appeler, nous nous rappelons encore du cas qui s'est passé à Matoto, confrère dans nos mémoires, celui qui l'a remplacé à l'époque. Est-ce que vous voyez? Normalement, les élèves doivent être dotés de documents, de livres, parce que le contribuable guinéen, n'est-ce pas, emploie en tout cas tout ce qu'il faut pour cela. Mais malheureusement, ces livres se retrouvent sur le marché. Et puis, ce qui fait mal encore, tu vois ceux-là qui ont ces manuels ne savent même pas lire. Non, mieux que cela, il y a de ces opérateurs économiques qui font la commande directement à partir de la Chine ou je ne sais pas, des imprimeries quelque part, et qui acheminent ces documents sur le marché. Et le peu de livres qui viennent, n'est-ce pas, dans les DPE, dans les DCE, sont aussi détournés et revendus sur le marché noir. Mais finalement, puisqu'on dit que nos autorités actuellement sont de très bonne volonté, il faut pousser le MEPIA à agir, à mener de vraies enquêtes. Les livres qui viennent,
si c'est 1000 livres destinés à 1000 élèves, est-ce que ces livres-là sont effectivement arrivés à destination? Est-ce que ces livres sont suivis? Parce que c'est très important. Mais finalement, nous comprenons que c'est de la vache laitière pour certaines DPE, pour certaines DCE. Alors quand ça arrive, on contacte quelqu'un sur le marché et puis c'est revendu. Donc finalement, ces élèves, en tout cas, menez les enquêtes. Vous trouverez que les élèves de ces écoles publiques-là ne bénéficient de rien. Et de l'autre côté, dans les écoles privées, normalement, en tout cas, selon ce que les aînés racontent, à l'époque, paraît-il que les écoles privées aussi bénéficiaient de la dotation. Parce qu'on n'a pas à faire de différence entre les enfants de la République. C'est l'école. Qu'ils soient du public, voilà. C'est l'école du public ou du privé. Ce sont des enfants de la République. Donc, il paraît que les écoles publiques, les écoles privées aussi avaient, disons, il y a des lots qui étaient destinés aux écoles privées. Mais malheureusement, on a tendance franchement à bafouer cette culture dans nos écoles. Et malheureusement, il n'y a pas de transparence. Parce qu'après tout, on mène des activités, on fait des commandes. Après tout, il n'y a pas de compte rendu. Mais c'est à cela qu'il faut, disons, inviter les autorités de l'éducation à la redevabilité. Parce qu'on a envie de comprendre. Ngabuntu qui est au marché, c'est vrai qu'elle n'a pas assez de temps pour suivre son enfant, qui est, je ne sais pas, à l'école primaire de Matoto à côté ici. Mais finalement, il ne faut pas surtout que ce soit exclusivement des parents qu'il faut exiger le suivi. Non, je pense que les DCE et les DP aussi doivent faire une sorte de suivi rapproché, parce qu'il y a les délégations scolaires. Les délégations scolaires qui sont les représentants des DCE et des DPE dans les différentes localités. Donc ceux-ci-là font quoi sur le terrain, effectivement? Ils ne doivent pas se contenter que de quelques inspections sporadiques qui ne sont d'ailleurs pas de qualité, mais ils doivent se rassurer. Surtout qu'un élève qui quitte le CP, le cycle de CP, parce que quand on dit CP, ce sont les deux classes de première année et de deuxième année, comme on le dit communément. Mais ils doivent se rassurer que quand un enfant qui quitte les classes de CP pour le CE, cet enfant doit acquérir les compétences en matière de lecture. Donc finalement, comment mesure-t-on aujourd'hui la qualité de l'enseignement en Guinée? Bon, je ne sais pas, la réponse peut-être... On dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je pense que l'un de nos problèmes, ça a toujours été, en Guinée en tout cas, ça a toujours été le problème de suivi. Et malheureusement, ça c'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, que ce soit à l'éducation ou un peu partout. Malheureusement, le problème de suivi. Parfois, on peut avoir... Kadiatou. Allô? Boubacar Ba, toujours qui revient. Ah, monsieur Boubacar Ba, nous vous écoutons à nouveau. Pour le problème des livres, on vend les livres, qu'on ne vend pas les livres, pourvu que chaque personne qui se procure des livres ne met pas, ça pour ceux qui vendent les cacahuètes là. Il n'a qu'à lire. D'accord. Voilà qui... Tout, monsieur Ba. Allez-y. Ah, merci. Merci beaucoup, monsieur Ba. Je vais un peu refroidir mon jeune frère qui est il est en train de tirer dans tous les sens. Bon, je te rassure, le MEPUA donne les documents. Ok, allez-y. Le MEPUA donne les documents au niveau déconcentré à tout le monde, privé, public, peu importe. Il n'y a pas de différence. Allô, Benjamin Mansaré, je vais intervenir. Ok, monsieur Mansaré, nous vous écoutons. Bien, Benjamin, je suis en direct. D'accord, oui, vous êtes en direct, nous vous suivons, nous vous écoutons. Bien, Benjamin Mansaré, professeur à la retraite. D'accord. Ancien réalisateur et présentateur de l'émission Le Grand Rendez-vous culturel à Rassis. Ok. Cette radio émet aussi ouest bon. Maintenant, le sujet du jour est mal choisi, imposé. Imposé veut dire une obligation. C'est ce qui est mal choisi. On incite quelqu'un, un enfant, à la lecture. On ne le force pas. Donc, changer de thème, le thème est mal choisi. Maintenant, ma proposition, comment inciter les enfants à la lecture, c'est créer des librairies au sein des écoles. Moi, j'étais professeur au il y a des librairies dans l'établissement scolaire.
quand l'enfant voit ses amis en train de lire, lui-même il est incité. Mais imposer veut dire forcer quelqu'un à la lecture. Bon, je m'excuse beaucoup si je vous ai énervé. Non, pas du tout, doyen, pas du tout. Non, mais, moi, je pense on en a parlé, je pense qu'on en a parlé. Merci beaucoup, doyen, merci, c'est ton honneur. Oui. Le prof, c'est un monsieur vraiment, il est de Somphonia, que je connais à distance. Donc, il a enseigné Guillaume Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui a eu au moins 45 ans d'expérience en matière d'éducation dans l'Afrique de l'Ouest. Franchement, il est pétri de talent. Et s'il vous plaît, et je pense qu'on en a parlé. On en a parlé au début, on a dit l'objectif justement, ce n'est pas de forcer l'enfant à lire. C'est comment l'amener à la lecture. Lui-même, la conscience et tout. Et je pense que c'est ce qu'il a dit. En fait, je pense que le vieux, il a mal interprété le thème. Parce qu'on a dit importance de la lecture, on ne l'impose pas. Il faut savoir que... Peut-être que le doyen n'a pas vu ça. La vieillesse oblige. Il faut savoir qu'un enfant n'est pas un récipient qu'on doit chercher à remplir. C'est quelqu'un qu'on doit mettre dans une situation d'expérimentation. L'enfant doit chercher à trouver les titres des leçons de lui-même. Il faut que les gens comprennent ça. À un moment donné, il faut savoir comment enseigner, quoi enseigner, et dans quel milieu la pédagogie à utiliser peut être efficace. Tout à fait. Donc, l'efficience, c'est quoi? L'efficience, c'est la capacité, avec le peu qu'on a, de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Donc, ce n'est pas souvent faute de moyens, mais c'est par rapport à la politique et à la stratégie utilisée pour distiller les documents, c'est là-bas qu'on pêche. Il y a des documents qui sont là. Moi, je salue encore de plus Sekou Kaba, parce que dès sa venue à la DCE de Matoto, j'ai senti que le magasin commençait à se vider. Le magasin qui contenait le document commençait à se vider. Et personnellement, j'étais dans une école privée où il nous a envoyé un lot de documents. Personnellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des documents qui sont là, qui sont à disposition, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ça, ce n'est pas la faute au MEPUA. Peut-être l'engagement du MEPUA se limite au niveau où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Mais sinon, le MEPUA met à disposition des DPE, des DCE, des documents. Mais parfois, c'est détourné. C'est là aussi le problème. C'est ça le problème. C'est là-bas que je rejoins Keta par rapport à la redevabilité de certains cadres qui incarnent l'autorité même du MEPUA au niveau déconcentré. Il faut suivre et il faut mesurer. Il faut indiquer réellement les indicateurs de mesure. Les indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité des actes qu'on pose sur le terrain par rapport au fait que les enfants... Et moi, je pense que ça peut... Je pense que ce suivi ne devrait pas être difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit tout à l'heure, on a des cadres au niveau... c'est-à-dire, on a des cadres au niveau communal, au niveau préfectoral. Nous avons des DPE, nous avons des DCE, etc. En principe, si le MEPUA décide, par exemple, de mettre à disposition des ouvrages de mettre des ouvrages à la disposition des apprenants, et moi, je pense que quand ça vient au niveau préfectoral, et que la préfecture aussi amène au niveau communal. Normalement, si les livres sont distribués, il faut que les établissements dans lesquels ces ouvrages ont été orientés peuvent être recensés et retrouvés. Et qu'après, justement, qu'on parte vers ces établissements pour s'assurer que les enfants qui y sont ont bel et bien reçu les ouvrages. Et moi, je pense que c'est un contrôle qui n'est pas du tout impossible à faire avec un peu de volonté, de bien faire, bien entendu. Sinon, de par le passé, moi, par exemple, peut-être que vous aussi, comme moi, vous n'avez pas fait l'école privée, moi c'est l'école publique. On envoie des livres, des manuels, et quand on finit, on laisse à l'école, on les restitue, ou bien on restitue. En tout cas, il y a un engagement qui est là. Alors il faut ce suivi. Une question pour permettre, disons, à ces DCE-là, en tout cas, ce devoir de redevabilité. De redevabilité, évidemment, qui est un indicateur de la bonne gouvernance. Bien sûr. Alors, une question, puisque le temps file, une question à Dame Kadiatou Kaba, parce qu'elle est connue aussi pour être auteure. Elle a écrit, bien entendu, à son jeune âge, je le précise. Et voilà. Elle a 2 ouvrages à son actif. Est-ce qu'elle peut rappeler rapidement les titres de ces 2 ouvrages et un bref résumé, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dames qui nous suivent, des jeunes élèves, des jeunes étudiants qui prennent aussi l'exemple rapidement. Alors d'accord, je vais aller très rapidement. Il faut savoir qu'on ne décide pas d'écrire. Moi, pour mon cas, l'écriture s'est imposée à moi. En fait, n'importe quelle personne qui s'assoit et tout, qui dit moi, mon rêve, c'est de devenir écrivain.
c'est que toi, tu es en train de rêver, pour ne pas dire que tu es en train de rêvasser, en fait. Parce que ce sont des choses qui ne se décrètent pas. On dit que Alexandre Solzhenitsyn, avant de venir à Solzhenitsyn, par rapport à l'engagement, justement, de l'auteur, en général, l'auteur s'inspire de son environnement, de son vécu, de son quotidien, pour pouvoir justement écrire. Quand je prends par exemple mes 2 livres, le premier livre s'appelle Cœur meurtri, le deuxième livre s'appelle Rêve brisé. Cœur meurtri, c'est un hymne à la vie, c'est un hommage que je rends à un père aimant, mais pas que. J'ai parlé d'hymne à la vie parce que tout simplement, chacun de nous, à un moment donné, a eu à perdre un être cher. L'être cher peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être la tante, ça peut être le cousin. Bref, cette personne qui a été au cœur de ta vie, qui à un certain moment donné n'existe plus. Mais au-delà, vous savez, quand on est vivant et quand on n'est plus vivant, souvent les gens ont plus tendance à être aimants envers vous après la mort, envers la famille du défunt, après la mort du défunt que de son vivant où il en avait surtout besoin. Il y a ça. Et il y a des familles, parents aussi, vous savez, il y a un système qu'on appelle Lévira et Sorora et tout. Et souvent, dans nos sociétés, il y a des frères du papa, là, quand ils sont là, c'est peut-être pour prendre une des petites femmes. Et tout, j'en parle. Je parle de l'état de nos cimetières délabrés. On pense toute notre vie, par exemple, à construire des buildings, des immeubles par-ci, par-là, étant donné que notre demeure, c'est dans les cimetières. Les cimetières sont délabrés. On ne pense même pas à les élargir, en fait. Aujourd'hui, parfois, on est obligé d'aller déterrer des restes de certains pour pouvoir en mettre d'autres. Donc, ce sont des sujets que j'aborde dans le livre. Je parle de polygamie aussi. Donc, vous êtes contre ça? Non, pas contre. J'en parle. Ah, d'accord. En fait, je parle de polygamie. Vous êtes pour? J'en parle. Moi, mon mari, s'il veut prendre une deuxième femme, il n'y a pas de problème. Mais pourvu qu'il me respecte. Pourvu qu'il me respecte. Moi, je suis née dans la polygamie. Je sais que la polygamie peut aussi se passer très bien, tout comme elle peut mal se passer. Tout dépend du comportement de l'homme. Mais je sais que la polygamie n'est pas faite pour les pauvres. Si vous êtes pauvre, pas Mesdames Kadia Toukaba, en fait, quand vous observez aujourd'hui la scène littéraire guinéenne, vous faites partie de ces jeunes auteurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a suffisamment de qualité, justement parce qu'on incite les jeunes à lire, mais est-ce que vous pensez que la littérature, la jeune littérature est suffisamment bonne pour vraiment éveiller cette culture que nous attendons de nos élèves, de nos enfants? Justement. Alors il faut savoir qu'il y a des excellents écrivains, il y a des écrivains moyens. Il y a des écrivains, franchement, le niveau laisse à désirer. Clair, Mais moi, j'en veux pas aux écrivains. J'en veux aux maisons d'édition et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a que si la maison d'édition faillit à ses responsabilités primaires et tout, ça devient très, très compliqué. Le deuxième livre, c'est Rêve brisé. Ça parle de viol et de violence conjugale. À un moment donné, Solzhenitsyn dit que toute littérature qui n'ose communiquer à sa société ses propres souffrances et aspirations, qu'il est capable d'apercevoir à temps les dangers sociaux et moraux qui la concernent, ne mérite pas le nom de littérature. Donc, la littérature, quand on décide d'être écrivain, il faut aussi parler des mots de société, c'est hyper important. J'ai parlé de violence, de viol et de violence conjugale parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas une problématique africaine ou guinéenne, c'est une problématique mondiale. Et c'est important d'en parler. Il faut que chacun puisse apporter sa petite touche, justement, jouer sa partition. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et mon livre, j'ai surtout essayé de reproduire le modèle typique africain, pour ne pas dire le modèle typique guinéen, parce que tout simplement, aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont victimes de viol n'ont pas le courage de dénoncer. Alors, si on ne dénonce pas, on ne peut pas punir le bourreau. Et dans le livre, c'est exactement le même chemin que j'ai suivi, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais Kadi, comment tu as pu chuter ton livre comme ça? Il n'y a pas eu justice. » Donc, j'ai voulu leur dire que c'est ce qui se passe dans des milliers de familles. Dans nos pays, il n'y a pas de justice. De la même façon, vous êtes révoltés et que vous voulez que justice soit rendue aux victimes. Il faut déjà encourager les victimes à dénoncer. Les victimes ne dénoncent pas parce que n'oubliez pas que quand on est victime de viol, la société, au lieu de juger le bourreau, c'est toi qui es jugé. Et souvent, les familles, quand les familles apprennent que telle fille a été victime de viol et tout, on ne te veut plus pour le fils. C'est comme si tu étais un être souillé. C'est comme si tu ne mérites plus l'amour. Donc, au nom de tout ça, les gens préfèrent cacher justement ce phénomène. Et le fait de cacher, parce que tout simplement, tu n'as pas envie que la réputation de ta famille soit ternie, ça pousse justement le bourreau aussi à persister ou les bourreaux à persister. Donc, c'est Quels sont vos auteurs préférés? Quels sont vos auteurs préférés? Moi, mes auteurs préférés sont des auteurs guinéens. Moi, les auteurs guinéens m'ont beaucoup inspiré. Les nationalistes à la base. Alors, j'ai bien aimé le professeur Gibril Tamsir Niane. J'ai bien aimé son livre Sundiata ou l'épopée mandingue parce que ça a quand même un peu d'histoire. Quoique, il y a eu pas mal. Voilà. Alors, la toute dernière question, parce que la radio aussi, c'est le Kadia Toukaba, l'écran. Vous allez fixer l'écran et lancer un appel solennel à l'endroit des élèves et apprenants
pour qu'ils partent vers la lecture qui est un véritable gage d'acquisition du savoir et du renforcement du quotient intellectuel. Rapidement, Kadiatou Kaba. Alors moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur cette affirmation de Victor Hugo que vous avez eu à rappeler. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Il faut que vous sachiez que quand on lit, on apprend, on comprend. Quand on lit, on voyage. Quand on lit, on s'instruit. Quand on lit, on se redécouvre. Quand on lit, on se rend compte en fait que... ce que nous avons réussi à acquérir comme connaissance jusqu'ici n'est rien par rapport justement à l'immensité du savoir à acquérir. Donc s'il vous plaît, chers jeunes, chers élèves, chers étudiants, vous qui me suivez, vous qui pensez que je peux être un modèle pour vous, que je suis un modèle pour vous, je vous prie s'il vous plaît de prendre la lecture à cœur. Parce que vous savez, la lecture, c'est l'un des moyens sûrs de transmission du savoir. Donc lisez, lisez, lisez autant que faire se peut, parce que vous n'avez qu'à gagner dans la lecture. Quel que soit ce que vous lisez, que ce soit un roman, un pamphlet, un essai, que ce soit des livres de développement personnel, lisez tout simplement. Parce que chaque fois que vous lisez, vous vous immiscez dans l'intimité de la personne que vous lisez. Et chaque fois que vous lisez, bien entendu, vous contribuez à vous améliorer. Merci. C'est très bien dit. Ça a été un réel plaisir. Le temps est passé inaperçu. Vraiment, merci Cheikh. Merci Monsieur Keita. Merci. Et du côté technique, on a été accompagné par Kandé et toute son équipe côté télé à Sanso. On se retrouve demain à partir de 9h dans la même émission. Au revoir.